avec un chirurgien toulousain né en Algérie et qui est l'auteur d'une première médicale. Cet homme est déjà à mes côtés. Monsieur, bonjour. On va parler de votre parcours dans la vie. Mais tout d'abord, Juliette Merin et Nathalie Fournis nous disent en quoi consiste cette opération de la vessie que vous avez été le premier à effectuer sous cœlioscopie, c'est-à-dire avec une petite caméra pour guider vos gestes. Reportage. Dans le jargon médical, ça s'appelle un pelvitrainer, une sorte de simulateur pour opération chirurgicale sous cœlioscopie. Une technique qui permet de ne pas ouvrir l'abdomen. Cet appareil reproduit exactement la façon dont on opère en cœlioscopie, avec une caméra qui est tenue en général par LED, et puis des instruments par lesquels on travaille, qui sont des instruments longs, qu'on va introduire à travers un trocar qui est ici. La difficulté pour le chirurgien, c'est de s'habituer à travailler avec l'écran. Il faut plusieurs mois d'entraînement pour savoir reproduire les gestes de l'opération. Ça a un avantage, la vidéo, c'est que ça grossit le champ opératoire de 15 fois. Et donc on a une vision qui est infiniment plus précise, la dissection est beaucoup plus précise, donc ça saigne moins. On a un champ opératoire qui est beaucoup plus clair, donc on peut faire une dissection qui est quasiment anatomique. Ces gestes 1000 fois répétés ont permis au docteur Iwal-Allen de réaliser une première en France, l'ablation d'une vessie et la reconstruction d'une poche naturelle dans l'intestin, le tout sous cœlioscopie. Ça aussi l'avantage, la cœlioscopie, par ces petites incisions ici par lesquelles on introduit les trocars, il n'y a pas de problème de paroi. Donc les patients ont beaucoup moins d'antalgiques, après souffrent beaucoup moins après l'intervention. Ils se lèvent plus rapidement, ils ont une convalescence qui est plus courte, ils sortent plus rapidement de la clinique ou de l'hôpital. Des cicatrices plus petites, des risques d'infection réduits, les avantages sont considérables pour les patients atteints d'un cancer de la vessie. Une pathologie qui représente 3% des cancers de l'adulte autour de 65 ans. Et l'homme qu'on vient de voir dans ce reportage était avec nous, Alain Iwal-Allen. Bonjour, je l'ai dit, vous êtes né en Algérie. Ça vous convient cette expression du français venu de loin pour réussir ici? Oui, de pas très loin, mais oui, parce que nous l'avons choisi. Oui. Parce que vous avez choisi de venir ici. Alors j'ai dit, vous êtes né en Algérie, vous êtes arrivé en France à quel âge? Écoutez, j'avais 15 ans et je suis passé par les fameux camps de Harki. Donc nous sommes des rescapés de ces camps et je voudrais justement pour témoigner d'abord rendre hommage à nos parents qui ont souffert dans ces camps, qui ont été humiliés, et puis qui souvent ont été silencieux après pour nous protéger. Quel point de vue vous défendez? C'est jamais facile de parler de soi. Quel point de vue vous défendez aujourd'hui? Vos origines, c'est une chance, c'est un handicap? Écoutez, je voudrais surtout témoigner pour les jeunes, leur dire que l'effet miroir, leur dire que c'est possible, bien sûr, à coup de vous en êtes la preuve en tout cas. À coup de piolet, parce que ce n'est pas facile, mais aussi dire que attention à l'ethnicisation des fonctions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, un chirurgien qui a une nuance de bronzage, ou bien un pilote qui est un petit peu frisé, surtout après le 11 septembre, c'est extrêmement violent pour certains de nos compatriotes. Donc changez vos idées sur cette affaire. Et puis, je crois qu'il faut bien se rendre compte que quelqu'un qui envoie 600 CV et puis qui reçoit 600 refus, alors que tous ses camarades de promotion ont été casés déjà, parce qu'il s'appelle Mouloud, parce qu'il vient d'un quartier qui est un petit peu difficile, ça c'est quelque chose qui peut rendre fou. Et c'est pour ça que les gens dans les cités, si vous voulez, certains ne rêvent plus du tout. Ils ne rêvent pas parce qu'ils se disent mes rêves à moi ne sont pas réalisables. Et la France a fait ses plans et je suis à côté de ces plans. Donc, la discrimination, elle est tout à fait criante, elle est visible, elle ne pose aucun doute. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pardonnez-moi, je vous coupe, parce qu'il faudra de toute façon, on a peu de temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Par exemple, vous parliez des CV à l'instant. Il y a eu cette proposition de faire des CV où le candidat pourrait ne pas mettre son nom. Écoutez, souvent ça retarde simplement d'une étape. Je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut absolument qu'il y ait un vrai plan Marshall, presque compassionnel pour les banlieues, pour modifier un petit peu l'idée qu'on a des banlieues et puis apporter des moyens extrêmement lourds parce que nos enfants, il faut absolument qu'ils aient un trajet un petit peu plus paisible et puis qu'ils puissent rêver et se dire je vais mettre mes wagons dans les étoiles moi aussi et rêver comme les petits Français qu'ils sont. Vous avez l'impression que votre discours, qui paraît plein de bon sens, est entendu par les hommes politiques? Ce sera ma dernière question. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il faut surtout convaincre nos compatriotes et leur dire que la France, qui est multicolore, qui est multiethnique,
il faut absolument ne pas être frileux et adhérer à cette France, vous projeter dans cette France-là parce que nous avons des énergies et nous les apportons. Bon, écoutez, je crois que j'ai bien compris ce que vous aviez dit. J'allais vous dire sous forme de sourire, je vous donne un conseil, c'est de faire de la politique vous-même, comme ça vous serez servi. Non, écoutez, j'adore mon métier, la question n'est pas là, je ne suis candidat à rien, mais je veux, par mon parcours, dire à quel point ça peut être possible. C'est difficile, encore une fois, mais c'est possible. C'est ce que vous êtes venu faire aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé nous voir. Monsieur